Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est l'heure du jury du dimanche, le JDD. La justice sénégalaise, sa magistrature et particulièrement encore le procureur de la République à nouveau sur la sellette. L'ouverture d'une information judiciaire sur ce qui est appelé un scandale à 10 milliards de dollars US par la chaîne anglaise BBC n'a pas réussi à stopper la vague de réactions déclenchée au Sénégal par la diffusion de l'enquête. Alors que les auditions se poursuivent à la division des investigations criminelles, des organisations politiques et de la société civile continuent de manifester dans la rue pour réclamer la lumière sur cette affaire qui met en cause messieurs Aliou Sall, Franck Timis, l'État du Sénégal et les compagnies pétrolières BP et Cosmos Energy. Dior Falso, bonjour. Bonjour, Mamadou. Vous êtes la première femme procureure de la République au Sénégal. Vous êtes également membre de la fondatrice de l'association, membre fondatrice de l'association des juristes sénégalaises et ancienne magistrate, naturellement, au tribunal pénal international pour le Rwanda. Vous avez accepté de répondre à nos questions au regard de votre expérience, Dior Falso, expérience du parquet, en ouvrant une information judiciaire assorti d'un appel à témoins, le procureur de la République a-t-il agi à la hauteur de la gravité des accusations contenues dans le documentaire de la BBC? Je vous remercie, Mamadou Kane, pour cette question. Je pense que, vous savez, le procureur de la République est maître des poursuites. Et il doit, je pense, avant de pouvoir décider de ce qu'il va faire d'une affaire qui a été ouverte, il doit avoir tous les éléments qui s'imposent pour pouvoir savoir quelle est l'orientation qui devra être donnée. Et je pense qu'effectivement, le fait de porter l'affaire à la DIC, qui va faire une enquête préliminaire, et il appartiendra à la DIC, justement, de pouvoir prendre en charge tous les témoins qui pourront être utiles à cette affaire-là. Appel à témoins, est-ce que c'est nouveau, ça? Est-ce que c'est une bonne démarche? Enfin, personnellement, moi, je ne fais ces appels à témoins, quelquefois ce n'est pas nécessaire, très sincèrement. Et je pense qu'il appartient seulement par rapport aux éléments que le procureur de la République a et qu'il envoie au niveau de la DIC, que cette structure, qui est d'ailleurs très expérimentée, je pense, je salue la DIC puisque j'ai eu beaucoup à travailler avec eux quand j'étais en fonction, font des investigations pour trouver les éléments les plus appropriés pour justement alimenter cette enquête. C'est après qu'ils envoient au procureur de la République, une fois que cette enquête est terminée selon eux, pour qu'ils puissent prendre les mesures appropriées, et je pense que ce sera peut-être des mesures d'instruction pour que le dossier puisse être, je pense, instruit et qu'ils puissent prendre les mesures qui s'imposent. Cet appel à témoins viole-t-il la loi ou c'est un levier qui peut être utilisé par le procureur? C'est un levier, enfin, je pense que si dans la recherche de la vérité, on peut demander de faire venir les témoins qui pourraient apporter donc la lumière à cette affaire. Des faits suffisamment graves pour qu'une information judiciaire soit ouverte? Ah oui, moi, parler de ce documentaire de la BBC? Moi, je pense que le documentaire de la BBC, quand même, donne des éléments qui sont extrêmement graves. Je ne veux pas dire par là, c'est une déformation professionnelle par rapport à ma position de magistrate. Je ne peux pas entendre un seul son de cloche. On ne peut pas entendre un seul son de cloche. Mais les éléments qui sont apportés, les copies de certains contrats, sont suffisamment graves pour qu'on puisse ouvrir effectivement une information judiciaire. Je pense qu'il faut quand même aussi avoir, et moi je pense qu'en tant que procureur, je me mets dans la place de ce magistrat-là, je serai très prudente. Il faut d'abord, avant de pouvoir donner un point de vue, disons, définitif, avoir tous les éléments. On ne peut pas entendre seulement une seule personne, on ne peut pas se baser seulement sur ce qui est dit. Vous avez deux contradictions. Vous avez d'une part BBC,
soutenu par l'opposition, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et vous avez de l'autre côté le pouvoir soutenu aussi par certains alliés qui, chacun, ont leur thèse. Alors, on ne peut pas tout de suite dire c'est cette personne qui a raison. Personnellement, moi, je me mets à la place du procureur, je ne pourrais pas donner un avis ni un jugement définitif tant que je n'aurais pas tous les éléments que j'aurais pu analyser, faire la part des choses et voir effectivement où se trouve la vérité. Des citoyens sans parti, mais aussi partisans, continuent de manifester pour réclamer justice, pour même demander que M. Aliou Sall, qui a été cité dans ce documentaire, soit livré à la justice, que le président de la République le livre à la justice. Là, c'est leur point de vue. Chacun exprime son sentiment, chacun exprime ce qu'il veut, mais je pense que... Est-ce que le procureur doit aller dans ce sens-là? Ah non, moi je pense que le procureur, vous savez, on ne doit pas lui imposer sa façon de penser ou sa façon de juger. Il juge des faits, il juge des auteurs. Personnellement, moi, je ne me laisserai pas influencer par qui que ce soit du côté de l'opposition, que ce soit du côté du pouvoir. Le juge, ce n'est pas un problème. Vous savez, moi, mais je le pense procureur est accusé d'être du côté du pouvoir. Mais comment on peut accuser un procureur? Il faut avoir des preuves quand même tangibles pour dire que le procureur est accusé d'être à côté du pouvoir. Et on reviendra peut-être à ce problème d'indépendance de la magistrature et du procureur, particulièrement du procureur de la République. Mais je pense que, et je pars du principe quand même que le procureur qui fait son travail, il a des faits, il a des auteurs, quelle que soit la personnalité, les fonctions de cet auteur-là, il doit instruire cette affaire-là et rendre la justice telle qu'elle doit. Il n'a qu'un seul élément, ce sont les textes qu'il doit appliquer, les faits, s'ils sont constants, qui sont concrets, mais il applique la loi. C'est tout, il ouvre une information, quelquefois, il peut ouvrir, même quelquefois quand il ne sait pas contre X, parce qu'il n'a pas tous les éléments qui lui permettent. Mais quand il a des personnes avec des éléments de preuve pour lui qui sont consistants, il peut ouvrir une information. Pourquoi là, il n'a pas dit « j'ouvre une information judiciaire contre M. Aliou Sall ». Pourquoi ça ne l'a pas... Est-ce qu'il a tous les éléments? Est-ce qu'il a tous les éléments? Ce que je vous disais sa démarche peut être comprise ou non? Moi, je pense que sa démarche, personnellement, elle peut être comprise. S'il n'a pas tous les... C'est pas parce que simplement, il y a des gens... Moi, je ne défends personne. Pour qui me connaît, on sait quand même que... pour ça, je ne défends personne. Mais ce que je veux dire, c'est que le magistrat, le procureur de la République, ne peut pas agir à la légère. C'est extrêmement grave. Il faut qu'il ait vraiment des éléments. Parce que nous n'avons pas tous les tenants et les aboutissants. Même moi, à l'heure actuelle, en tant que magistrate, je ne peux pas vous dire, par rapport à ce que je lis dans la presse, tant que je n'ai pas des éléments concrets, les documents que j'ai étudiés, que j'ai analysés, que j'ai comparés, que j'ai vus, je ne peux pas vous dire voilà les faits tels qu'ils sont. Mais en plus du documentaire d'Orphal Sow, en plus du documentaire de la BBC, cette semaine, le conseiller en communication du président de la République, M. El Hadj Kassé, dans un entretien avec une chaîne de télévision étrangère, a affirmé que M. Aliou Sall aurait reçu 250 000 $ de Franck Timis, qui représenterait le montant d'une transaction dans le cadre du domaine agricole. Qu'est-ce qui peut arriver là, aujourd'hui, après ces déclarations, dans le cadre de l'enquête ouverte déjà par le procureur, qu'est-ce qui peut arriver après cette déclaration de M. El Hadj Kassé? Qu'on vérifie effectivement avec des éléments concrets, avec des documents concrets, si effectivement ce qu'il déclare est la réalité. Il doit être convoqué? Il peut être convoqué pour justement dire sur quoi il s'appuie et comment il a fait pour faire de telles déclarations. Vous savez, c'est ça justement. Il est ministre quand même. Comment la procédure généralement? Pardon? La procédure de l'audition d'un ministre dans le cadre d'une enquête comme celle-ci. Vous savez, moi je pense qu'il n'y a pas... Est-ce que le ministre est comme le député a une immunité qui interdise qu'on entende. Le président doit autoriser son audition. Il peut l'autoriser à ce qu'il soit entendu, et je pense qu'il peut être entendu. Il doit ou il peut?
Moi, j'aurais dit il doit être entendu. Il doit être entendu. Il doit être entendu. Il faut donner tous les moyens pour qu'il soit entendu. Parce que quand même, les déclarations qu'il a faites sont quand même des déclarations qui sont assez graves, assez importantes. Et je pense qu'il faut mettre la lumière. Moi, le problème, c'est ça. Le procureur de la République doit mettre en œuvre tous les moyens. Et c'est à lui qu'assume cette responsabilité pour faire la lumière sur les faits qui ont été accomplis, sur les déclarations qui sont faites, pour effectivement être conforté dans la décision qu'il va prendre par la suite. Vous suivez le jury du dimanche, vous le savez maintenant, et nous recevons ce dimanche Dior Fall Sow, ancienne magistrate qui a été procureure de la République. Vous êtes la première femme sénégalaise à avoir occupé ce poste. Tout à l'heure, je parlais de l'appel à témoins. Si on suit un peu les auditions, jusqu'à plus ample informé, c'est de potentiels témoins qui sont entendus par la DIC. Est-ce que le procureur a raison d'adopter cette démarche-là? Question naïve, pourquoi M. Aliou Sall, principal mis en cause, n'est pas entendu jusqu'au jour d'aujourd'hui? Vous savez, c'est pas, moi je pense que ce sont des procédures, c'est pas parce qu'on on peut pas... C'est des questions que les citoyens se posent. Oui, mais le procureur attend des éléments, enfin pour moi je pense qu'il attend quand même les éléments. Il a fait un appel à témoins, beaucoup de gens, vous avez vu, vont se présenter pour dire ce qu'ils savent de cette affaire-là. Bon, normalement Aliou Sall, qui est le principal mis en cause dans cette affaire-là, pour, je pense, de façon très officielle, il est là. Donc le procureur, je pense que dans sa démarche, il l'entendra. Ce qui est sûr, c'est que Aliou Sall sera entendu. Et il l'entendra au temps voulu par lui en tant que procureur. Quand il aura tous les éléments qui lui permettront de dire, voilà, de façon qui empêche Aliou Sall, peut-être s'il veut témoigner et de dire sa version exacte de l'affaire, de faire ses déclarations. Mais je pense que le procureur, quant à lui, vous savez, c'est une démarche, une instruction d'une affaire et tout. On ne peut pas dire, voilà, parce que tel a dit, il est accusé, il faut le faire. Moi, personnellement, ce n'est pas la démarche. Moi, je prends les éléments, je prendrai les éléments, tout ce qui me permet d'établir, de dire que les faits sont établis, sont constants, avant de faire ce que j'ai à faire par rapport à la justice, l'administration de la justice. Il y a des personnalités qui ont fait des déclarations publiques. L'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, qui a également parlé dans le fameux documentaire. Thierno Alassane Sall, ancien ministre. Ousmane Sonko, qui a été inspecteur des impôts et domaines et à la tête d'un parti politique également. Est-ce que le procureur est tenu d'entendre toutes ces personnes qui ont dit publiquement « nous sommes prêtes à aller devant la DIC ». Toutes les personnes qui ont fait des déclarations, qui sont prêtes, doivent être entendues. Toutes ces personnes-là doivent être entendues. Parce que, vous savez, on ne fait pas des déclarations comme ça et puis la justice en tient compte. Il faut quand même que ce soit des déclarations qui soient là, alimentées par des preuves à l'appui et tout, pour que, effectivement, on puisse en tenir compte. Vous savez, moi, bon, peut-être parce que c'est une déformation aussi professionnelle, et parce que j'ai vraiment eu à instruire, disons, j'ai été procureur pendant des années, et j'ai eu à avoir des de crimes, de meurtres, d'autres problèmes d'enrichissement. Et vraiment, c'est l'enrichissement illicite. Illicite, oui, ça peut, et je pense que c'est la démarche qu'il faut adopter. On ne dit pas, voilà, parce que, vous avez, comme je le disais tout à l'heure, vous avez des déclarations contradictoires. Et ces déclarations contradictoires-là, il faut voir dans ces déclarations quels sont effectivement les éléments qui paraissent les plus, disons, probants, qui paraissent les plus logiques pour pouvoir avoir une décision. On ne peut pas seulement comme ça dire « Ah bon, lui il a dit ça, ce sont des anciens ministres. » Non, on peut faire des déclarations, mais tant qu'on apporte aussi des éléments de preuve qu'on va analyser et puis qu'on va voir, effectivement, ça c'est plus logique ou plus probant que ça. Oui. Quel a été votre dossier le plus chaud et qui pourrait être similaire à celui dont on parle aujourd'hui?
Alors, de ces affaires d'enrichissement, enfin, parce que ça, c'est extrêmement grave, hein, ces problèmes qui ont été soulevés, sans pour autant dire quels en sont les véritables responsables, je pense que pour un pays, c'est extrêmement grave. On parle de corruption, de voilà, pot on de parle vin. de corruption, ça, c'est vraiment grave. Mais moi, enfin, ces personnes, c'est surtout dans des histoires de meurtre. Et quand on parle de meurtre, d'assassinat, que j'ai eu les plus importants, d'escroquerie, par exemple, des affaires où la police a été, disons, impliquée dans certains dossiers. Et là, justement, on pourrait en parler pour vous montrer que je peux vous donner un exemple. Par exemple, ça virait peut-être vers l'indépendance du parquet, pour montrer que le parquet est indépendant. C'est un magistrat. Et les magistrats sont régis par les mêmes statuts. Et les magistrats font partie du pouvoir judiciaire, qui est un pouvoir judiciaire qui est garanti, et l'indépendance est garantie par la Constitution. Donc, dans ces cas-là, je pense que... C'était quelle affaire? C'était l'affaire de Guet-Ndar, où, ça fait des années, hein, où on avait tué une personne à Guet-Ndar, et c'était quelqu'un du parti au pouvoir qui avait donc été assassiné. Enfin, qui avait assassiné plus exactement, et à l'époque j'étais procureur, c'est moi-même qui ai fait l'enquête avec la police, on est allé dans les maisons et tout, et ce qui s'est passé à cette époque, c'est que à Guet-Ndar, vous connaissez, les deux maisons étaient à côté, et on avait demandé, et la famille de la victime avait dit que la première personne qui sortait, il l'a tuée. Vous savez, à l'époque, Guet-Ndar, et j'étais procureur, je suis allée sur les lieux, quand je faisais l'enquête, et je leur dis, ne faites pas ça. Parce que si vous faites ça, je vous arrête. Hein, vous allez commettre un meurtre, je vous arrête. Maintenant, ils ont dit non, 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 parce qu'on ne croit pas en la justice, ça va poser des problèmes, il n'y aura pas de suite parce que c'est une personne qui est membre du parti au pouvoir. Je leur ai dit, vous croyez... Du régime socialiste, voilà, tout à fait. Oui, je leur ai dit, de toute façon... Moi, je représente la justice, je vous demande de croire en la justice. L'affaire ira jusqu'au bout. Et c'est un engagement personnel que moi, je prends en tant que magistrate et pour la justice. Et vous êtes allé jusqu'au bout? Ils m'ont allé, je suis allé jusqu'au bout. Et ça a été un rude combat en tant que procureur. Et c'est la seule fois, je pense, que j'ai reçu, je crois, 2 appels du ministère de la Justice. Parce que pour moi, je ne dépends pas du ministère de la Justice, même si l'article 7 de notre statut... Pour faire pression sur vous? Oui, enfin, je peux dire pour essayer, pas faire. Et vous avez refusé? Essayer, et j'ai refusé. Puisqu'on est dans cette parenthèse de votre expérience, la fameuse traque des biens mal acquis du temps du président Abdou Diouf, ça vous avez trouvé où? Juste une curiosité. Non, je n'étais pas encore oui, à ce niveau. Alors, vous parlez d'une affaire criminelle. On parle d'un des assassins reconnus comme tel par la justice sénégalaise, qui a bénéficié d'une amnistie et qui a tendance à intervenir régulièrement dans le débat public, y compris dans celui du pétrole. Il y a tout un débat. Faut-il lui donner la parole? Ne faudrait-il pas? Vous diriez quoi, vous? Vous savez, ce n'est pas parce que moi j'ai eu beaucoup de cas. Vous savez, une personne peut avoir commis un crime, un meurtre, mais vous savez, on peut changer dans la vie. Je ne dis pas, hein, parce qu'il y a un problème de crédibilité. Et quand vous interrogez une personne, vous pouvez savoir s'il dit la vérité ou pas. Si c'est un expert en matière pétrolière ou autre, je ne vois pas pourquoi on ne prendrait pas sa déclaration, dans la mesure où, je suis souvent les interventions qu'il fait, il a des éléments, il semble avoir des éléments, je dis bien, il semble avoir des éléments où il montre, voilà ce qui se passe, preuve à l'appui. Mais tout ça, ça s'exploite. Ça s'exploite, le magistrat qui fait l'instruction, exploite et voit quelle est la part de vérité dans ce qu'il est dit. Il peut être entendu aussi. Il peut être entendu. Je pense qu'il peut être entendu. Bon, maintenant, c'est le problème de mettre en cause sa crédibilité.
Parce que ça aussi, ce sont des choses que nous pouvons faire, ce sont des techniques que nous avons pour savoir si effectivement cette personne-là, elle vous dit la vérité ou pas. Vous pouvez le savoir. Les éléments qui vous donnent, est-ce que ce sont des éléments qui sont, disons, authentiques ou pas? Alors vous voyez, tout ça, ce sont des choses que nous avons. C'est un travail qui est très fastidieux et qui n'est pas simple. Trouvez-vous... avant la question, c'est quand même un peu la problématique. Il a été relevé la non-autosaisine du procureur qui a préféré attendre d'être saisi par le garde des Sceaux sur des faits évoqués même bien avant l'enquête de la télévision anglaise concernant le secteur pétrolier, les contrats pétroliers. Trouvez-vous cette critique fondée? Autrement dit, peut-on parler de l'inertie, d'une certaine inertie du procureur de la République sur ce dossier du pétrole? Non, moi, vous savez, vous ne me ferez pas porter un jugement de valeur sur disons, un collègue magistrat. Chacun a sa façon de travailler, chacun a ses motivations qui le poussent à travailler. Il y en a qui sont beaucoup plus réactifs que d'autres. Il y en a qui préfèrent attendre d'avoir tout, comme je vous l'ai dit, regrouper tous les éléments pour pouvoir justement agir. Et je ne dirais pas qu'il aurait pu, il peut s'autosaisir, effectivement. Je peux estimer que dans tel cas, je peux le faire, dans tel autre cas, j'attends un peu d'avoir peut-être beaucoup plus d'âme. Tout dépend de... Oui, ce qui gêne certains, c'est qu'on ait attendu que la BBC en parle, alors que déjà au Sénégal, il y a eu des livres, il y a eu des déclarations, il y a eu des écrits. Certains ont même dit, nous avons eu à saisir le procureur, il n'a pas bougé. Votre avis sur non, mais... Enfin, ceux qui ont dit qu'ils ont... Moi, j'avoue que je n'ai pas suivi tous les... disons, de façon continue, hein, toute cette procédure. Je ne sais pas si effectivement, pour ces cas bien précis, le procureur a déjà été saisi. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. S'il a été saisi, pourquoi il n'a pas à ce moment-là réagi, je ne sais pas. Mais je ne sais, moi, mon problème, c'est qu'effectivement, de façon officielle, il a été saisi sur ces faits-là. Ça, c'est une réponse qu'il faut faire à la question déjà. Vous voyez? Mais un simple livre ne doit pas... Non, moi je ne veux pas oui, un simple mais pourtant livre. Un documentaire ou un simple documentaire a déclenché aujourd'hui l'ouverture d'une information judiciaire. Parce que justement, je pense que par rapport à ce qui avait été fait il y a des années peut-être, hein, par rapport à, je pense, les dénonciations qui avaient été faites, là, je crois que les éléments qui sont donnés sont peut-être des éléments qui ont capté l'attention, puisqu'il a fallu, les autres peut-être on ne les voyait pas, mais il a fallu voir qu'il y avait des contrats qui avaient été signés, ceux qui avaient signé des contrats et tout. Ce sont donc des éléments matériels, exactement, voilà, des pièces un peu à conviction qu'on a pu avoir. Le jury du dimanche avec Dior Falso, vous êtes interpellé par de nombreux compatriotes que nous allons écouter. L'un d'entre eux vous interpeller sur la question justement de l'indépendance du parquet. Nous avons constaté que le procureur a trop de pouvoir, mais ce pouvoir, il ne l'incarne, il ne l'exerce le plus souvent que lorsqu'il s'agit de placer quelqu'un sous mandat de dépôt. Mais lorsqu'il s'agit d'exercer la plénitude de sa fonction avec toute l'honorabilité et l'élégance qui l'encadre, nous remarquons souvent qu'il y a problème. Alors, bien entendu, je veux parler de la dépendance hiérarchique entre le parquet et le ministère public. Parce que je considère comme beaucoup que la justice est un ensemble et que tous les maillons sont importants. On ne peut pas exclusivement réserver l'indépendance de la justice aux seuls magistrats du siège. Ce sont des magistrats, tout comme les juges d'instruction, qui ont prêté serment pour incarner un pouvoir. Mais je suis désolé de le dire, ce qu'on voit au Sénégal, ça compromet ce principe de séparation des pouvoirs. Nous avons vu des cas saillants qui se sont passés au Sénégal où des procureurs se sont comportés d'une façon qui fragilise la justice.
On se rappelle du procès de Baratal avec le procureur Ibrahim Ndoye qui a dit en pleine audience que on me demande de requérir 5 ans d'emprisonnement, mais mon intime conviction me dit que Baratal n'a rien fait. On a également vu ce qui s'est passé sur le procès de Karim Wade avec le procureur Ali Ndao qui a été démis de ses fonctions en pleine audience. On a vu également les positions versatiles du procureur Lansana Diabé sur le procès de Khalifa Sall. Et récemment, on entend Serigne Bassirou Gueye sur un dossier aussi important que nos ressources naturelles, qui s'est lui aussi comporté d'une façon qui, naturellement, tend à dévaloriser la justice. Madame la procureure, est-ce qu'il n'est pas temps d'éliminer le cordon ombilical qui lie le parquet et le ministère public pour plus d'indépendance? Deuxième question, on a entendu M. Bassirou Gueye faire un appel à témoins comme s'il n'aurait pas le courage d'interroger directement les mis en cause. Est-ce que cette procédure est juridiquement recevable? Voilà. Oui, je pense que je suis sur certains points d'accord avec lui. Quand il dit que la magistrature est un ensemble, il a raison. Et il a raison, et ça veut dire que le magistrat du siège et le magistrat du parquet, c'est-à-dire magistrature assise et magistrature debout, Ouais. ils sont gérés par les mêmes statuts de la magistrature. Donc cette indépendance, elle est aussi bien pour le magistrat du parquet que pour le magistrat du siège. D'ailleurs, il le précise quand il parle de l'affaire Baratal. Et que le procureur a dit, on m'a demandé de requérir 5 ans. Mais je pense que Baratal n'a rien fait. Mais c'est une manifestation de son indépendance. Parce que comme on dit, la plume est serve, mais la parole est libre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a reçu des instructions, mais qu'il a dit publiquement, je ne suis pas d'accord sur ce qu'on me demande de faire. Ça, c'est un point. Et c'est une manifestation de l'indépendance du procureur. Je suis heureuse de voir qu'il y en a qui l'ont aussi, cette indépendance. Alors, le deuxième point, c'est de dire que, vous savez, je suis d'accord avec lui pour dire qu'on doit couper ce cordon ombilical. C'est même pas un cordon ombilical. Parce que, quand vous regardez la Constitution, on vous dit qu'il y a trois pouvoirs. L'exécutif, le législatif et le judiciaire. La Constitution va plus loin. Dans cet article 80, si ça n'a pas été changé avec les modifications, qui vous dit que le judiciaire, la justice est indépendante de l'exécutif et du législatif. Il appartient donc à la Cour suprême, aux cours d'appel, aux cours et tribunaux, d'assurer cette indépendance de la justice. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème. Est-ce que inversement, le garde des Sceaux peut demander qu'une enquête soit ouverte au procureur général, qui est le patron, n'est-ce pas, du parquet, et sous la responsabilité duquel se trouve le procureur de la République? Est-ce qu'inversement, le procureur peut dire « je ne poursuis pas » Le procureur peut dire « je ne poursuis pas ». Lequel procureur? Le procureur peut, malgré les instructions reçues du garde des Sceaux, peut décider de ne pas poursuivre. Moi, je vais vous donner un exemple, 2 exemples. C'est passé, j'étais procureur de la République et je vais commencer par vous dire que, vous savez, c'est l'article 7 du statut qui dit que le procureur, les magistrats du parquet sont sous la direction et le contrôle de leur supérieur hiérarchique et sous l'autorité du ministère de la Justice. Personnellement,
Moi, j'ai gardé le premier tronçon dans toute ma carrière. À savoir que j'étais sous le contrôle et la direction de mon supérieur hiérarchique, à savoir le procureur général. Et que peut-être, lui, il était sous l'autorité du ministère de la Justice. C'est la raison pour laquelle, justement, dans cette affaire de Guet Ndar, j'ai été interpellée 2 fois par le ministère de la Justice. J'aurais même pu ne pas répondre, 2 fois dans toute ma carrière. C'est une question de personnalité, l'indépendance du procureur de la République. On m'a demandé, c'était à l'information, j'avais ouvert pour meurtre, on m'a demandé de disqualifier en coup mortel. J'ai répondu en disant, j'aurais pu ne pas répondre, mais j'ai fait exprès de répondre en disant que si l'information était bien faite, j'allais requalifier en assassinat, ce qui est plus grave. Une autre fois, on m'a demandé de me dessaisir de ce dossier-là, parce qu'il y avait tellement de problèmes, effectivement, on voulait arranger cette affaire, alors que je m'étais engagée personnellement auprès des victimes. J'ai refusé en disant qu'on pouvait disqualifier une juridiction, mais il fallait appliquer les textes, mais que moi, personnellement, je ne me décisais pas. Dans le sillage de l'interpellation de tout à l'heure sur la page Facebook, ils ont également été nombreux à réagir. On a eu plus de 10 000 personnes touchées et plusieurs interréactions. Réaction de Fidel Castro Diémé, c'est peut-être un nom d'emprunt, et en tout cas il s'appelle comme ça. Le procureur de la République avait servi des mandats de dépôt à Karim Wade, l'auditeur de tout à l'heure en a également parlé, Aïda Ndiong et Khalifa Sall sans lancer un appel à témoins. Aujourd'hui, sur l'affaire Petro-Tim mettant en cause le frère du président de la République, il lance un appel à témoins. Comment Dior Falso voit cette position? Non, mais vous savez, les affaires se suivent mais ne se ressemblent pas. Les affaires se suivent mais ne se ressemblent pas. Vous n'avez pas les mêmes affaires, vous n'avez pas les mêmes éléments que vous avez dans un dossier. Et c'est pour ça, je vous redis encore, que tout dépend de ce que vous avez dans ce dossier-là. Tout dépend des éléments que vous voulez avoir pour pouvoir effectivement procéder à la poursuite. Est-ce que des arrestations s'imposent aujourd'hui au procureur? Si le procureur a tous les éléments qui le convainquent que tel est effectivement responsable des faits qui lui sont reprochés, il peut assumer cette responsabilité de dire que j'arrête telle personne. C'est possible. C'est possible. Je vous dis, le procureur est le maître des poursuites. C'est le maître de poursuites. Alors, c'est une très grande responsabilité. Et vous ne pouvez pas, à mon humble avis, arrêter les gens simplement comme ça sur des éléments qui sont légers. Ou la clameur publique. Ou la clameur publique, c'est pas possible. Moi, je pense, personnellement, pour moi, un bon procureur de la République, c'est le procureur qui prend le temps de faire ses enquêtes comme il se doit, de recueillir tous les éléments qui lui permettent d'entraîner, je pense, sa conviction et de prendre les mesures les plus appropriées. Est-ce que cette affaire pourrait s'internationaliser d'abord à un double niveau? Premier niveau, que le procureur sénégalais demande à entendre des personnalités étrangères, notamment notre consoeur qui a fait le documentaire. Oui. Oui. Moi, je pense que, enfin, s'il n'y a rien qui s'oppose ou qui empêche de l'autre côté, mais ça m'étonnerait de l'entendre, je pense qu'on peut entendre. Par le biais d'une commission rogatoire. C'est ce que j'étais en train de dire. Par les moyens de commission rogatoire, on peut effectivement, si on estime que sa déclaration est nécessaire pour la manifestation de la vérité, ils peuvent le faire. Deuxième niveau d'internationalisation, d'autres justices, d'autres pays pourraient-elles se saisir de ce dossier? Oui, parce que là, alors vous me parlez d'un problème, parce que c'est quand même assez particulier dans le domaine pétrolier et du gaz. Bon, j'ai lu qu'il y avait certaines instances qui pouvaient être saisies. Bon, je ne sais pas, honnêtement, je ne vais pas vous dire ce que mais je pense que si effectivement ces instances sont appropriées et qu'il y a des accords qui nous lient avec eux, je pense que rien n'empêche qu'ils puissent être saisis.
En dépit de l'ouverture d'une information judiciaire au Sénégal. La justice américaine, britannique par exemple, pourrait se saisir de ce dossier, puisqu'on parle de BP, on parle de Cosmos Energy. Oui. Peut-être pas se saisir directement, mais je pense qu'il y a des acteurs qui sont en mesure de pouvoir les saisir. Mais on ne va pas parler de tout ça. Invité du jury du dimanche, Dior Falso, dernière chose sur le cordon ombilical. Est-ce que ça vous gêne que le Conseil supérieur de la magistrature soit toujours présidé par le chef de l'État? Ça m'a toujours gêné et ça continue à me gêner. J'ai toujours demandé à ce que le président de la République ne soit pas le président du Conseil supérieur de la magistrature. J'ai toujours demandé à ce que le ministère de la Justice ne soit pas, n'ait rien à voir avec la justice. Vous savez, quand on me parle de ministère de la Justice, j'ai l'impression que la justice est sous tutelle. J'ai l'impression que la justice est sous tutelle. Pourquoi un ministère de la Justice? Parce que je ne vois pas pourquoi un pouvoir est contrôlé par un autre pouvoir. Il faut couper tout ça. Mais il est contrôlé par un autre pouvoir. Est-ce que vous avez déjà vu, moi je me dis souvent, je dis, est-ce que vous avez déjà vu le plus haut magistrat du pouvoir judiciaire participer à la nomination des ministres? De façon officielle, à participer au niveau du Conseil des ministres et puis donner son avis sur un ministre qui doit être nommé. Est-ce qu'il participe aussi au niveau du bureau de l'Assemblée nationale? Ce sont des pouvoirs. Très bien. Question sans fin. La justice sénégalaise, on va évoluer un peu en rappelant que le jury du dimanche d'e-radio, diffusé sur ITV également, reçoit Dior Falso, ancienne magistrate. C'est la membre fondatrice aussi de l'Association des juristes sénégalaises. En votre qualité d'ancienne fonctionnaire et pour avoir été au sommet de la hiérarchie de la magistrature sénégalaise, quelle réflexion vous inspire les fuites du rapport de l'IGE qui est supposé être destiné au président de la République depuis plusieurs années? Alors moi, je vous dis honnêtement, sur ce problème-là, je n'ai pas suivi. Je n'ai pas suivi le problème résultant de l'IGE. Je ne sais pas, parce que vous savez, il y a beaucoup de déclarations sur ça. C'est ça. On vous dit que si le président n'avait pas, qui a demandé le rapport, il ne l'a pas reçu. Ça fait 7 ans, je crois, à peu près, ça ne l'a pas reçu. Oui. Alors, honnêtement, je pense que je ne peux pas me prononcer en disant voilà ce qui s'est passé, parce que je n'en ai pas les tenants et les aboutissants. Ces rapports doivent-ils être déclassifiés? C'est-à-dire? Est-ce qu'aujourd'hui on devrait les rendre publics, notamment celui-là? C'est-à-dire, vous savez, dans toute chose, moi je pense que ce qui pose problème à l'heure actuelle et qui nous amène dans cette situation-là, c'est qu'il faut beaucoup plus de transparence dans les affaires publiques. Moi, c'est mon sentiment et c'est vraiment ce que je peux dire, dont je suis convaincue, c'est qu'il faut beaucoup plus de transparence dans les affaires publiques. Et ça éviterait quand même des problèmes de ce genre-là. Comment y arriver que vous qui êtes spécialiste du droit, que vous soyez beaucoup plus associé même à l'élaboration des contrats? Ah non, à chacun son problème. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour arriver à cela? Non, moi, vous savez, je pense que lorsque vous gérez des biens, je sais pas moi, on parle du pétrole, du gaz, des ressources qui intéressent toute la population. Moi, je pense qu'il faut à chaque fois essayer de faire des audits, de faire un bilan, de faire un suivi pour que les populations soient informées.
Je pense que ça, quand même, c'est un problème qui est extrêmement important. Lorsqu'il y a des contrats, bon, c'est vrai quand même qu'à un certain niveau, on ne peut pas tout le temps dire, voilà, voilà ce qui se passe, voilà ce qu'on a fait, ce qu'on a fait, ce qu'on a fait, parce qu'il y a quand même une responsabilité. Les gens qui ont été mis à la tête d'un État, à la tête de certaines structures, mais c'est parce qu'on fait, à un moment donné, c'est un problème de confiance. Hein, c'est un problème de confiance, donc on leur délègue une partie de ce pouvoir que nous leur avons donné ou que nous leur avons confié. Et à partir d'un certain moment, il faudrait que justement ces personnes-là rendent compte. C'est une redevabilité par rapport à ceux qui leur ont confié ces pouvoirs-là. Le rapport de l'OFNAC, le procureur dans sa dernière sortie en a parlé en disant que sur le cas du coude, l'ancien directeur général mis en cause, devenu par la suite ministre, M. Cheikh Oumarane, que ce dossier, il l'a renvoyé à l'OFNAC parce que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté. Moi, votre vraiment, dernier avis? Très bien. Vraiment, moi, je ne veux pas entrer dans toutes ces considérations-là. Alors, on évolue, si vous le voulez bien, Dior Falso, pour parler maintenant d'un autre dossier, votre combat en faveur des droits des femmes. On a les droits humains des femmes. Maintenant, je dis les droits humains des femmes. Oui, parce que les droits des femmes, ce n'est rien d'autre que des droits inhérents à la personne humaine. Oui. Et nous avons des droits spécifiques, par contre, qui sont attachés à notre fonction de reproduction. Mais sinon, tous les droits dont on parle, ce sont des droits inhérents de la personne humaine. Les Sénégalais ont été très émus récemment par des cas de meurtre. Le dernier en date, celui de Tambacounda, avec la jeune Binta Camara, victime d'une tentative de viol ou de viol, l'enquête le dira, qui a été tuée par strangulation, selon les éléments de l'enquête. Comment vous avez réagi à cette tragédie quand vous en avez été informé? Ben, j'ai été, comme tout le monde, bouleversée, et beaucoup plus parce que je suis une femme, beaucoup plus parce que je suis une mère. Et franchement, je pense qu'il n'est que temps de mettre fin à ça. Parce que vous savez, les violences basées sur le genre, hein, comme on l'appelle, les violences faites aux femmes, on disait. Mais je pense qu'il y en a de plus en plus. Il y a une recrudescence, mais c'est extraordinaire. Vous ne passez pas un jour où on vous dit telle fille a été violée, telle femme a été violée. Et maintenant, on en arrive même au meurtre. Vous savez, dans le cas de Binta Camara, bon, on en a beaucoup parlé, mais dans cette semaine, en 3 jours, dans l'espace de 3-4 jours, il y avait eu 3 meurtres. On a trouvé quelqu'un... oui, à Thiès aussi, voilà, une jeune fille de 16 ans. Exactement. Oui. Ensuite, il y avait une femme qui a été trouvée à Ouakam. Donc, c'est inadmissible. Il y a une féminisation des actes commis, oui, vous savez, de violence, de meurtre, qui visent les femmes. Vous avez le sentiment que les femmes sont devenues une cible? Et oui, elles ont toujours été une cible. Vous savez, j'ai fait la dernière fois une intervention et j'ai dit que, vous savez, ce problème de violence faite aux femmes, c'est un peu, c'est même à cause du statut que la femme a dans la société. Il faut se dire, il faut dire les choses de façon très crue. Moi, je le dis, vous savez, on a encore tendance à considérer la femme dans une situation d'infériorité, où le mari a le droit de la bastonner, où vraiment le grand frère aussi a le droit de la corriger parce qu'il n'est pas d'accord avec ça. Je pense que tout ça, c'est quand même des choses qu'il faut revoir. Que faut-il faire? Que faut-il faire? Moi, je pense d'ailleurs, d'abord, il faut changer les mentalités. Il faut changer les mentalités, autre temps, autre mœurs. On ne peut plus, alors qu'à l'heure actuelle, vous avez vu que les femmes sont de plus en plus engagées dans le développement de leur pays, hein, même si, comme je le dis, elles sont en mesure de pouvoir occuper beaucoup plus de postes dans les instances décisionnelles, mais à chaque fois, vous voyez bien qu'elles ne sont pas encore à ce niveau-là, nombreuses à ce niveau-là. Et je pense que c'est en étant à ce niveau-là qu'elles pourront faire entendre leur voix. Ça, donc c'est un changement de mentalité. Et quand on voit ce qui se passe dans les nominations et tout, c'est quand même un sentiment de frustration qui est très fort. On a parlé de la loi sur la parité qui était là, qui est arrivée. Bon,
tout le monde était content, c'était très beau, c'était bien. Mais qu'en est-il de cette loi-là? Elle a été violée lors des locales, les dernières locales. Ça, c'est connu de tout le monde. Hein. Nous avons fait appel au niveau de la Cour suprême, enfin de la Cour d'appel, des cours d'appel. On a eu raison au niveau de la Cour suprême pour le bureau de Kaolack. Qu'est-ce qui s'est passé? À ce jour, il n'y a pas eu de changement dans le bureau de Kaolack. C'est une forme de violence aussi. Hein? Mais c'est une violence qui est insupportable, surtout dans un état de droit. C'est la primauté du droit et le respect des décisions de justice. Donc, un autre auditeur qui nous permet d'aller encore plus au fond des choses que nous allons écouter, c'est la criminalisation du viol. Ces temps passés, on a noté beaucoup de viols dans notre pays. Certainement. Mais par rapport au viol, quelles sont les solutions que vous envisagez? Quelles sont les solutions que vous proposez pour vraiment que ce fléau soit éradiqué de façon finale, de façon définitive? Vu qu'aujourd'hui, certains parlent de la criminalisation du viol, et alors que nous sommes dans un pays où il y a le multicolore, un pays où c'est la laïcité qui domine. Donc, dans un tel pays, pensez-vous que la criminalisation du viol serait possible? Parce qu'on n'a pas la même culture dans le même pays, on n'a pas les mêmes croyances. Donc, est-ce que cela serait possible de criminaliser le viol? Sur quelle base, si tel est le cas, sur quelle base pourrez-vous faire cette affaire? À sa suite aussi, il y a Salou Diop, à sa suite, qui dit « Pensez-vous que l'alourdissement des peines de prison est un moyen efficace contre les viols et autres violences faites aux femmes ?» La criminalisation du viol, en partant de la question de cet auditeur. Ouais, le premier auditeur, vous savez, il a dit une chose, il disait nous sommes plusieurs cultures, plusieurs ethnies peut-être, mais nous sommes dans le même pays et nous sommes soumis aux mêmes lois. Non? Nous sommes dans les mêmes pays et nous sommes soumis aux mêmes lois. Nous sommes des citoyens sénégalais dans la République du Sénégal. Nous avons nos lois nationales et même internationales et régionales, puisque ça a été ratifié sans réserve. Ce qui étonne déjà, c'est que le viol n'ait pas encore été criminalisé au Sénégal. Tout à fait. C'est d'abord ça, peut-être moi, la question pertinente. Comment se fait-il qu'on ait attendu tout ce temps pour poser le problème de la criminalisation du viol? Oui, parce que vous savez, on le pose, on en a parlé, mais c'est qu'il y a eu un ras-le-bol général, parce que de plus en plus, vous voyez les situations qui se passent, et je pense que c'est grâce à cette action d'Afadoy, les femmes ont fait un sitting au niveau de l'obélisque. Moi, je ne vais pas d'habitude à ces sittings-là, ni aux marches, parce que je pense qu'il y a des actions beaucoup plus, disons, concrètes et plus efficaces, mais j'ai été la dernière fois. Parce que simplement, j'avais fait une interview et je voulais montrer que vraiment, je faisais partie de ce ras-le-bol général. Et je pense que ça a porté ses fruits quand même, puisque le président de la République a décidé aussitôt de criminaliser le viol. Donc, je reviens... Et la pédophilie aussi. En même temps, il y a mis la pédophilie. Et je pense qu'il faudrait quand même battre le fer quand il est chaud. Et si on pouvait même essayer de voir tout ce qu'on peut mettre à l'intérieur pour justement avoir une loi qui réprime les différentes formes de violence qui sont faites aux femmes. Et quand je dis aux femmes, il faut être juste quand même. Vous savez, il y a des hommes qui sont violés aussi. Mais peut-être que la proportion n'est pas aussi importante, mais il y en a. Et ils sont aussi... et le sentiment qu'ils ont, c'est aussi les mêmes que les conséquences. Les conséquences plutôt fâcheuses sont les mêmes que celles qu'endurent les femmes. D'où la question d'ailleurs d'un des auditeurs qui... semble faire allusion un peu, il s'appelle Pierre Dien, il a l'impression que tout ce combat que mènent ces femmes est souvent dirigé contre les hommes. Pourquoi contre les hommes? Mais nous sommes ici. Mais on a une société qui... Oui, mais vous avez suivi le débat. Est-ce que vous avez remarqué, M. Dior Falso, la violence presque du débat entre hommes et femmes souvent? C'est comme si les deux se regardaient en chien de faïence.
Mais c'est vous qui interprétez ça. Parce que vous savez, Oui. quand... Non, mais je pense que les Oui. hommes, ce sont les hommes qui interprètent ça comme ça. Non, Parce mais que- même quand les hommes parlent des femmes, moi je remarque une certaine aussi, en tout cas, Oui, oui, violence. Oui, parce que En juste... tout cas, dans le verbe. Oui, dans le verbe, il y a beaucoup de violence, parce que simplement, et encore je reviens à cette situation-là, on n'est pas sorti de cette mentalité que la femme n'est plus celle qui doit rester à la maison pour s'occuper de ses enfants, pour s'occuper du foyer. On n'est plus dans cette mentalité où, parce que la femme travaille, le mari travaille. Elle occupe des postes de responsabilité, le mari occupe des postes de responsabilité. En plus de ça, elle a le travail au niveau de la maison, qui n'est pas négligeable, vous le savez très bien, monsieur. Hein? Donc, et pour ça, quand même, elle n'a pas d'aide. Elle n'est pas rémunérée pour ça. Donc, c'est effectivement un problème qui est extrêmement important. Et je pense que cette violence-là, c'est toujours par rapport à ce sentiment que la femme, elle doit rester à la maison, elle n'est pas encore cette femme qui peut, au même titre que l'homme et à côté de l'homme, participer au développement de son pays. Et ça, je pense que ça fait mal, parce qu'on se dit, mais quand on parle justement de droits humains inhérents à la personne humaine, nous sommes de cette catégorie-là. Je pense qu'on ne peut pas nous en exclure. Et pourquoi nous devons nous essouffler? Nous devons vraiment faire autant d'efforts pour qu'on nous reconnaisse ce qui est notre droit, pour qu'on en puisse en jouir de façon aussi allègre que vous. Vous participez à la rédaction de ce projet de criminalisation du viol, de Non, la je ne pédophilie. participe pas Oui. à la rédaction, parce que beaucoup de gens disent que j'ai participé, je participe. Non, je ne participe pas à cette rédaction de ce projet de loi, parce que vous savez que le projet de loi émane du gouvernement. C'est le gouvernement qui fait donc ce projet de loi. Ce que j'avais commencé de faire, c'est de faire une proposition de loi qui pourrait être portée par l'Assemblée, des gens peut-être qu'on connaît à l'Assemblée, pour que justement... Mais c'est une excellente chose, je trouve déjà que le président ait eu ait pris la décision de faire criminaliser le viol et la pédophilie. Ce qui aurait pu être fait, parce que je pense que c'est un débat qui doit être un débat presque national. Parce que vous savez, il y a un problème de communication qui est très important. Les médias, vous avez aussi un rôle extrêmement important. Oui, le pétrole mobilise, et certainement juste raison, mais il mobilise beaucoup plus que par exemple sur alors cette que ça, question. c'est exactement, et vous avez un rôle extrêmement important dans votre façon déjà de présenter les faits, quand il y a un fait de viol et tout, parce que c'est extrêmement important. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le traitement judiciaire? J'ai donné l'exemple de Binta Camara tout à l'heure. C'est vrai, dès les premières heures de sa mort, tragique, le principal suspect a été arrêté, mais d'autres cas aussi de meurtre, on les a connus. Mais est-ce qu'il n'y a pas de lenteur dans le traitement judiciaire de ces affaires? Non, justement, oui. Il n'y a pas de lenteur. Oui. Justement, parce que vous voyez souvent que les personnes sont jugées tout de suite. Mais le problème qui est fondamental, et c'est pour ça qu'on demande la criminalisation, c'est que les textes ne sont pas appliqués. Et c'est extrêmement grave. Vous savez, quand avec la loi de 1999 qui a modifié la loi de 1965 qui réprimait le viol, la loi de 99, elle a défini le viol, c'était une avancée. Elle a augmenté des circonstances aggravantes, parce qu'avant c'était lorsqu'on violait, parce que voilà ce que dit le texte pour vous faire comprendre. L'article 320 du Code pénal vous dit, définit le viol, et qu'il vous dit que c'est une peine de 5 à 10 ans. Okay? Il vous dit que lorsqu'il s'agit d'un enfant de moins de 13 ans, avant c'est ce que le texte disait, la peine sera portée au maximum, c'est-à-dire 10 ans ferme. Maintenant, il a augmenté en mettant, lorsqu'il s'agit d'un ascendant, d'une personne en état de grossesse, une personne qui est vivant avec un handicap. Donc, c'est le maximum de la peine. Vous avez l'article 322 qui vous dit, dans les cas de viol, article 320, 321,
c'est-à-dire les attentats à la pudeur, il ne peut être sursis à exécution de la peine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas condamner avec le sursis. D'accord. Okay? Mais qu'est-ce qui se passe? On a vu que des décisions de justice, mais condamnées, même pour des viols avec circonstances aggravantes, à des peines de 2 ans, quelquefois même avec des peines avec sursis. En plus de la problématique des grâces, est-ce que les cas de viol sont hors de portée du champ d'application de la grâce? Et quel est votre sentiment dessus? Non, je pense que c'est grave. Mais ça doit être hors de portée. Mais c'est pour ça qu'on demande la criminalisation de ce viol-là, pour que justement les peines puissent être appliquées. Vous savez, et vous savez le problème aussi, et je pense que nous devons en parler, c'est qu'on se soucie beaucoup plus de l'auteur que de la victime. Oui. Alors qu'elle vit avec un traumatisme. Le bourreau devient même sympathique aux mais yeux vraiment, des on banalise gens. le viol, alors que la fille qui a été violée vit avec ce traumatisme toute sa vie. Et il faut dire aussi, il faut se dire une chose, c'est que on ne pense pas aux parents des victimes, on ne pense pas à la victime, alors que ce sont des choses qui n'arrivent pas qu'aux autres. Absolument. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et quand on se met dans la peau du père et de la mère, quand on se met dans la peau de la victime, je pense que ça fait réfléchir. Dernière chose, je sais votre passion pour ce sujet, mais dernière chose, c'est le tribunal pénal international pour le Rwanda. Vous y avez siégé en tant que magistrat en 30 secondes. Quelle est l'expérience que vous en avez tirée? Je rappelle, le génocide rwandais a fait des millions de victimes. 2 millions de victimes, oui. J'en ai tiré un sentiment très, très enrichissant, parce que je pense que ça m'a permis quand même d'exercer à un autre niveau, je pense, de responsabilité. J'avais une équipe de procès aussi. On nous appelait avocat général. J'étais avocate générale principale, donc j'avais une équipe de procès. Et je pense que le problème qui se posait, c'est que, et qui vraiment me motivait, c'est que cette lutte contre l'impunité. Parce que franchement, je pense que cette expérience a permis quand même, parce qu'on poursuivait, surtout nous, au niveau du tribunal pénal international, les responsables, le gouvernement intérimaire, et je pense quand même que du point de vue de la victime, il y a eu beaucoup de choses. Mais la CPI accusée de faire des poursuites sélectives. Écoutez, je pense que j'ai eu à faire un débat sur ça. Je crois que vous savez, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Il faut être raisonnable dans la vie. Vous ne pouvez pas être parti au statut de Rome. Et je peux parler des chefs d'État africains qui ont voulu un peu sortir de la CPI. Ils ont signé, il y a l'article 27 qui dit que la fonction officielle n'est pas opposable à la CPI. Ça veut dire qu'un chef d'État, quel qu'il soit en exercice, qu'il soit africain, qu'il soit autre, peut être poursuivi. Pourquoi, et vous avez signé le statut. Pourquoi ça ne se fait pas à l'égard de certains chefs d'État et qui souvent peut-être sont des Occidentaux? C'est ça qui donne le sentiment à certains que c'est une justice sélective. Vous dites non? Moi, je dis non, parce que encore une fois, il y a des comment ça s'appelle, des enquêtes qui sont menées. Vous voyez, récemment, elle avait même demandé pour la Turquie, mais on a refusé au niveau. Vous savez, il y a tellement d'éléments peut-être extérieurs qui jouent. Parce que vous savez, on a beau dire, mais il y a beaucoup de politique aussi, il faut se dire la vérité, dans ces organisations internationales. Hein. Donc je crois qu'il faut quand même faire la part des choses, mais je pense que le travail se fait quand même correctement. Dior Falso, merci infiniment. Vous êtes la première femme procureure de la République au Sénégal, membre fondatrice de l'Association des juristes africaines. Vous avez également siégé comme magistrate procureur général au tribunal pénal international pour le Rwanda. Je vais vous titiller un peu dans le domaine du foot. Vous êtes au courant que le Sénégal est qualifié à la CAN égyptienne? Oui, il joue cet après-midi contre la Tanzanie. Oui, et on va dire ensemble... Allez les Lions. Merci à Aliou Diassé, à la technique. Merci à Babacar Ndiaye et toute l'équipe d'ITV qui l'accompagne. Mamoudi Brakan était au micro, digital manager Binta Alexandra Diaye Birampouy. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.